À l'époque, beaucoup de gens m'ont dit ne fais pas le pay fit de la compta. Moi, je recommanderais toujours aux gens qui veulent se lancer. N'ayez pas peur, croyez pas que si vous parlez de votre idée, les gens vont vous la piquer ou je ne sais quoi. Tu as cofondé avec tes potes de lycée. Ça peut un peu faire peur. Alors c'est sûr, il y a plein de gens qui nous ont dit vous allez vous entretuer. Les investisseurs notamment, ils avaient peur aussi surtout du fait qu'on était 6. S'il y en a un qui vraiment devient fou, on peut le sortir quoi. Ces décisions-là, tu t'en rends pas compte au début, mais elles sont irréversibles. C'est pour ça que tous nos salariés sont actionnaires, par exemple, ce qu'on n'avait pas forcément fait dans la première boîte. Vous avez fait une nouvelle levée de 40 millions. Ça vous a placé dans le statut de nouvelle licorne française. C'est quoi le mode d'emploi? On a 3 grandes valeurs, c'est garder l'utilisateur au centre toujours, faire les choses quand tu peux les faire. Et troisième, c'est organisation décentralisée, du coup hiérarchie très plate. Est-ce que pour toi, c'est une vraie valeur ajoutée à un projet d'avoir un fondateur qui est autant proche du terrain et qui connaît tous les rouages de sa boîte? Moi, j'ai pas une équipe que je gère. Et donc, j'estime que mon rôle, c'est justement d'être un peu le pompier et d'être celui qui a la vision la plus 360 degrés de ce qui se passe dans la boîte. Et pour avoir la vision la plus 360, tu dois mettre les mains dans le cambouis et aller sur le terrain. Si tu restes dans ta tour d'ivoire, à mon avis, tu n'y arriveras pas, quoi. Le podcast Multi est soutenu par Pennylane, le seul outil qui réunit vos finances, votre compta et votre compte professionnel. Multi est également soutenu par HubSpot, la plateforme qui allie puissance et simplicité pour connecter vos données, vos équipes et vos clients afin d'accélérer votre croissance. Pour profiter d'offres exceptionnelles de nos partenaires, abonnez-vous à notre newsletter. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs multi-projets, multi-activités. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Arthur Waller, qui est cofondateur de Pennylane. Comment ça va, Arthur ? Hello Jonathan, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir. On travaille ensemble depuis quelques temps, donc on se connaît un peu déjà. Yes. Mais l'occasion ici de te découvrir un peu plus. Et pour commencer, on va rentrer direct dans le sujet, juste avant que tu te présentes. Ouais. Parce que j'ai une vraie question. Une question super importante à te poser. Vas-y. Genre, c'est vraiment la question que tout le monde se pose à ton sujet. Donc, j'aimerais avoir la réponse. Vas-y. En gros, je veux essayer de comprendre par quoi tu passes pour ton succès, tu vois. Parce que t'as monté 2 boîtes où t'es sur la voie du succès à chaque fois. Et je voudrais savoir si c'est la marinière ton secret. Si c'est ça qui fait que ce petit côté superstitieux fait qu'aujourd'hui, tu réussis tout ce que tu fais. Non, alors c'est un hasard, mais j'ai mis la marinière aujourd'hui. Non, mais si je devais donner une recette à mon avis, enfin un truc qu'on fait en tout cas avec mes associés différemment, c'est qu'on est nombreux. Donc dans la première boîte, on était 6 et là on est 7 et on entreprend notamment entre potes. Je pense que c'est un truc assez différenciant. À mon avis, c'est peut-être ça notre sauce secrète. Donc, c'est pas la marinière. Peut-être pas la Parce marinière. que là, je suis content quand je t'ai vu arriver avec. Je me suis dit, généralement, quand il met la marinière, c'est que c'est un bel événement. C'est vrai. Donc c'est possible qu'ils considèrent que ce podcast, c'est un bel événement. Tout à fait. Ça m'a fait plaisir. Tout à fait. Non, plus sérieusement, est-ce que, Arthur, tu peux te présenter ton parcours, ce que tu as fait avant, ce que tu fais aujourd'hui, et puis nous donner aussi peut-être quelques métriques sur les boîtes que tu as pu monter. Ça marche. Donc moi, j'ai étudié l'économie et l'économétrie en sortie de master avec mes potes de lycée et de fac. On s'est dit qu'on avait envie de monter une première boîte ensemble qui s'appelait Price Match. On a fait ça du coup pendant notre césure de master. Ça a bien... Alors, c'était à l'époque où il n'y avait pas toutes les startups. Nous, on connaissait rien. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de podcast. Donc, nous, on savait pas ce que c'était un fonds d'investissement, on connaissait rien du tout. On a eu la chance de rentrer dans l'incubateur quand même. Il y avait un incubateur à Sciences Po. Et cette startup, pendant 2 ans, on l'a développée on a pris un prêt étudiant chacun et on a eu une subvention de la ville de Paris. On a fini par lever des fonds. Et là, ça s'est vraiment accéléré. C'était un outil de yield management pour les hôtels. Et au moment où on allait lever des fonds pour notre série A, il y a Booking.com qui nous a approchés et qui a dit nous, ça nous intéresse de donner aux hôtels pas que des résas, mais aussi des outils pour les aider à améliorer leur perf. Et ils nous ont proposé de rejoindre le groupe, ce qu'on a accepté. D'une part parce qu'on avait peur, parce qu'ils nous ont dit si vous nous laissez pas, on va vous faire le même produit et vous tuer. Et deuxièmement parce que pour nous Booking c'était un des endroits les mieux on va dire pour aller développer le produit parce que c'est une boîte très tech produit. Du coup suite à ça on a vendu donc Price Match, on va passer 3 ans
à Amsterdam, au siège de Booking avec mes associés. On était 6 cofondateurs dans la première boîte. 3 ans où on a vraiment appris à gérer des grosses équipes tech, data, produits, design, etc. J'ai adoré les Pays-Bas. Je pense qu'ils ont Enfin, à mon avis, ils sont très forts, quoi. Suite à ça, au bout des 3 ans, prendre une petite pause. J'ai voyagé à l'époque pendant 8-9 mois. Et ensuite, avec la même équipe de cofondateurs, on se dit qu'on a envie de remonter une boîte ensemble, parce qu'on l'a vendue super vite, la première. On a un peu notre matelas. Et on se dit, cette fois-ci, on a envie de remonter une boîte. La dernière. Et du coup, il faut une boîte où ça va nous occuper pendant les 20-30 ans à venir, sans qu'on s'ennuie, quoi. Et du coup, on s'est donné un peu 3 critères. C'était un gros marché où la tech fasse la différence et idéalement un marché où on vienne remplacer des acteurs en place. Parce que la première boîte, elle a bien marché, mais notre plus grosse frustration, c'était que la plupart des hôtels qu'on allait voir, ils disaient « j'adore ton produit, mais en vrai, aujourd'hui, je fais mes prix sur Excel et c'est gratuit ». Et donc là, on s'est dit, cette fois, on veut pas un produit où les gens peuvent nous dire ton truc, j'ai pas envie de payer pour. On s'est dit, il faut que déjà qu'ils payent pour quelque chose et qu'on vienne et qu'on fasse mieux que ce pourquoi ils payent déjà. Et un peu par hasard, en parlant avec des dirigeants d'entreprise, ils nous ont dit, il y a un truc sur la compta et le pilotage financier. En creusant avec eux, on s'est rendu compte que le vrai problème, c'était... ils nous ont tous dit, mon enjeu, j'adore mon expert comptable. Ce que je veux, c'est pas du tout faire ma compta moi-même. Ce que je veux, en revanche, c'est mieux collaborer avec mon expert comptable et faire que j'ai une vue un peu centralisée de mes finances et compta à jour un peu tout le temps. Et donc, on a commencé le projet Penny Lane. Du coup, on est 7 cofondateurs, 5 de la première boîte, plus 2, Edouard et Alexandre, qui étaient notre expert comptable et qui est du coup un de mes associés. Et voilà, et donc aujourd'hui, Penny Lane, ça fait 4 ans et on est un peu moins de 400. Et on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Super. J'aimerais juste repartir sur Price Match. Comment tu as eu ce goût d'entreprendre et pourquoi Price Match? Pourquoi tu t'es parti sur ce secteur-là? Comment vous avez eu cette idée avec tes potes du coup? Ouais. Alors, le goût d'entreprendre, je sais pas, parce que dans ma famille, personne n'a fait ça avant. Mais c'est plus, je pense, en réaction. En gros, moi, j'ai fait des études d'économie. Et mes études, elles me prédestinaient plutôt à aller bosser en banque ou j'ai fait mes stages chez Goldman Sachs au FMI. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Et surtout, la plupart de mes collègues là-bas, ils me disaient « je vais faire ça pendant 5 ans, gagner des sous et ensuite je me mettrai à mon compte, je lancerai ma boîte ». Et en fait, j'ai vu qu'après, ils osent pas. Et du coup, moi, je me suis dit, j'ai vraiment envie de lancer mon truc et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tous mes potes, ils n'ont pas encore de job. Ils n'ont pas de trucs où ils doivent renoncer, démissionner ou je ne sais quoi. Et donc, essayons maintenant. On a entre guillemets rien à perdre. On a juste pris, comme je te dis, un prêt étudiant, 12 000 € chacun. Chopé notre subvention. On avait la chance d'avoir nos parents qui nous donnaient des sous pour vivre en tant qu'étudiant. Mais on n'avait pas de risque vraiment à prendre. Et donc, c'est ça le pourquoi on a entrepris. C'était pour aussi avoir un impact. Je pense que depuis le début, c'est essayer de résoudre vraiment des problèmes pour des utilisateurs. C'est ça qui nous drive. Et comment cette idée-là, pendant mon année d'échange, donc en 3e année d'études, je suis parti 1 an à New York University. Et là-bas, j'ai entendu parler d'une startup américaine qui faisait du pricing dynamique, du yield management pour les tickets des matchs de baseball. Et moi, je suis fan de sport à la base. Donc, je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas la même chose en Europe? Qu'à la base, on voulait faire la même chose pour les matchs de foot et les concerts, etc. Et en fait, de fil en aiguille, dans le jury de l'incubateur de Sciences Po, il y avait un gars qui nous a dit, moi, j'ai racheté un hôtel à Neuilly et c'est mon fils qui gère l'hôtel. Et je pense que sur les prix, c'est fait un peu au doigt mouillé. Et je suis sûr que vous pouvez faire un truc... beaucoup mieux. Et on s'est rendu compte que le marché de l'hôtellerie était beaucoup plus gros que le marché de la billetterie. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à ça, quoi. Et après, c'était un peu ce qu'on... Enfin, nous, à l'époque, on avait plutôt une approche de se dire qu'est-ce que nous, on sait faire. Et donc, ce qu'on a appris à faire, c'est des algorithmes. En économétrie, tu fais des algorithmes de prédiction. Donc, on s'est dit, c'est ça qu'on a envie de... C'est ce qu'on a appris, donc on va le faire. Alors que pour la 2e boîte, Penny Lane, on est beaucoup plus parti de quel est le problème que les gens ont plutôt que qu'est-ce que nous on sait faire, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Mais ce qui est commun
aux 2 projets, du coup, de ce que j'entends. C'est que, tu vois, vous avez été totalement ouvert d'esprit avec tes potes et que c'est d'échanger avec des personnes de différents secteurs qui fait que vous êtes arrivé au final sur des projets qui n'étaient pas du tout ceux auxquels tu pouvais imaginer au début. Ça, tu vois. toujours. Alors moi, je recommanderais toujours aux gens qui veulent se lancer. Genre, n'ayez pas peur, croyez pas que si vous parlez de votre idée, les gens vont vous la piquer ou je ne sais quoi. Genre, parlez de votre idée à autant de gens que vous possible et vous pouvez pas savoir, mais il y a une personne qui va vous donner un peu le bon type, qui va vous envoyer dans la bonne voie. Et on peut pas prédire, enfin moi je suis persuadé, tu peux pas prédire à l'avance qui va te donner le bon filon ou autre. Donc juste parle à autant de gens que possible de ton idée et puis... Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que souvent j'entends ça moi avec mes clients qui me disent oui, faut pas que j'en parle, ou même quand ils viennent t'en parler la première fois, ils ont un petit peu peur de dévoiler un peu les secrets du projet, alors qu'au final c'est ce qui permet d'avancer, de challenger quoi. Et tu sais autant que moi qu'à la fin c'est quand même l'exécution. Mais bien sûr. Qui fait beaucoup du... Une idée vaut pas grand chose. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et du coup, tout à l'heure, tu disais donc que tu as cofondé avec tes potes de lycée. Ça peut un peu faire peur de partir sur des aventures entrepreneuriales avec des proches, amis, famille, peu importe. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que ça pouvait être un peu plus compliqué? Et quels conseils tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent et qui hésiteraient justement à se lancer avec des proches dans une aventure? Alors c'est sûr, il y a plein de gens qui nous ont dit vous allez vous entretuer. Les investisseurs notamment, ils avaient peur aussi surtout du fait qu'on était 6. Donc mes conseils là-dessus, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, tu te connais super bien, plus qu'un associé avec qui tu n'as jamais été pote. Voilà. De l'autre, tu risques de perdre en même temps tes amis et tes associés. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était d'une part avoir un pacte d'associés ultra clair. Typiquement, je te donne un exemple, mais Félix, un de mes associés sur la première boîte, qui est parti ensuite et qui est de nouveau associé sur la deuxième, il voulait passer le concours de l'ENA. Et donc, on avait écrit dans le pacte d'associés, si Félix, il a le concours de l'ENA, voilà ce qui va se passer, il va garder un tiers de ses parts. Tu as le truc vraiment carré pour qu'il n'y ait pas d'incertitude derrière. Et alors, on avait fait aussi un truc et qu'on a aussi là sur la deuxième boîte, un peu, on va dire, pas forcément habituel. En gros, on peut virer n'importe quel associé à la main levée, entre guillemets, tant qu'il y a une majorité. On se dit que s'il y en a 6 sur 7 qui disent lui, il faut le sortir, c'est que vraiment... il a fait c'est que vraiment il a fait des conneries quoi. Et donc c'est un peu un garde-fou, mais ça fait qu'il n'y a pas une personne qui peut bloquer la gouvernance de la boîte, ce qui est un truc qui rassure aussi les investisseurs. S'il y en a un qui vraiment devient fou, on peut le c'est sortir, le fait d'être 5 ou 6, c'est vrai que c'est plus facile de mettre en œuvre ce type de mécanisme. Si t'es 3, là, il y en a 2 qui s'allient contre un. Voilà. Tout moment, tu risques de sauter. Ça, ouais. Quoi. Et donc ça, c'est des trucs qu'on a fait. Et après, juste mettre des principes super clairs dès le début genre, il faut savoir se dire les choses. Et quand je vais te donner du feedback qui est pas super sympa à entendre, c'est pas, faut pas que tu le prennes personnellement en tant que pote, mais plus en tant que collègue, associé. Voilà. Super. Et toujours sur PriceMatch, donc vous l'avez vendu à Booking en 2015. Tout à l'heure, tu t'as dit, j'avais des petites frustrations sur le projet en lui-même. Justement, est-ce qu'il y a des erreurs avec du recul, tu te rends compte qu'il y a certaines erreurs que vous avez pu faire, et est-ce que c'est des erreurs qui vous ont permis d'apprendre justement pour ce projet Penny Lane? Plein. L'erreur pour moi la plus fondamentale, c'est celle que je t'ai partagée avant, c'est en fait on est parti de ce que nous on savait faire et on n'a pas vraiment réfléchi à ce que le marché voulait, et notamment tu vois, donc nous on a fait un produit super compliqué, très poussé, qui disait à l'hôtel actuellement tu vends ta chambre à 100, je te recommande de la vendre à 105 ou à 95, basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui prenaient en compte le taux de remplissage, la vitesse de remplissage de l'hôtel pour cette nuit-là, le prix des concurrents, les événements, etc.
Au final, pour moi, celui qui a vraiment gagné sur le marché à l'époque, c'est une boîte belge qui faisait ce qu'on appelait du rate shopper, qui en gros juste donnait à l'hôtel le prix de ses concurrents. Beaucoup moins compliqué, peut-être moins de valeur, mais par contre 1000 fois plus simple à mettre en place parce que tu n'as pas besoin de te connecter au logiciel de l'hôtel, etc. Tu vas juste récupérer les prix sur Booking des concurrents de l'hôtel et beaucoup moins cher. Et en fait, les hôtels, la plupart, ils cherchaient pas une machine de guerre. Ça leur suffisait de connaître le prix de leurs concurrents et au moins ça les aidait déjà à faire une décision mieux informée. Et donc pour moi, c'était super important pour Penny Lane de passer beaucoup de temps avant de commencer pour comprendre, encore une fois, ce que le marché il voulait et quel positionnement on allait avoir. Et donc c'est notamment en faisant, du coup j'ai fait à peu près une centaine d'entretiens avec des dirigeants de boîte et des experts comptables avant de commencer. Et c'est là que tous ils m'ont dit, notamment surtout, n'essaie pas de remplacer l'expert comptable. Je cite, à l'époque, beaucoup de gens m'ont dit, ne fais pas le payfit de la compta. En gros, payfit m'a dit que je pouvais me passer de mon gestionnaire de paye. Malheureusement, parfois, ça marche pas si bien. Ou alors, en plus, sur la compta, peut-être encore plus que sur le social, j'attends de mon expert comptable qui me parle que de compta, mais il va me conseiller sur mon pack d'associés, est-ce que je dois acheter mon local, mes bureaux, Et donc, vraiment, les gens me disaient, ne cherche pas à remplacer. Pas du tout. En revanche, c'est juste comment je bosse mieux avec mon médecin de famille qui est mon expert comptable. Et donc, on a vraiment... Et ça, tu t'en rends pas compte au début, mais c'est des décisions qui vont faire que tu vas architecturer ton logiciel d'une certaine manière. Et ces décisions-là, tu t'en rends pas compte au début, mais elles sont irréversibles. Je te prends un exemple, mais une boîte dans notre secteur, Indie. Pour moi, Indie, ils ont fait un super logiciel d'un point de vue expérience utilisateur. Et moi, je lui ai déjà dit, mais pourquoi tu bosses pas avec les experts comptables ? Tu vois, pour que les experts comptables, plutôt que d'aller contre les experts comptables, en fait, d'un point de vue architecture logicielle, c'est trop tard. Tout son logiciel, il est fait pour que des gens qui sont pas des experts métiers puissent faire de la compta. Il est fait pour que tu accèdes à un dossier. Il n'est pas du tout fait pour que tu aies du multi-dossier. Et donc, c'est tout un tas de... Donc, c'est pour ça que c'est super important dès le début d'avoir une stratégie long terme assez claire. Oui, c'est un positionnement différent. C'est ça, mais en fait, le positionnement, parce que sans que tu t'en rendes compte au début, tu vas dire à ton CTO, si tu construis un logiciel, c'est ça notre stratégie. Et ta CTO va prendre des décisions d'architecture en fonction de cette stratégie. Et encore une fois, c'est des trucs, le meilleur exemple que je peux te donner, mais chez Booking, Booking se rendait compte qu'il se faisait complètement dominer en Asie du Sud-Est. Et donc à un moment, on a monté une task force chez Booking pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des acteurs locaux qui nous dominaient à fond en Asie du Sud-Est. On s'est rendu compte, on a été voir en Indonésie, etc., qu'il y avait des acteurs locaux. Le premier truc qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart, sur tous ces autres sites, déjà, tu n'avais pas besoin de mettre un mail pour réserver. Tu donnais ton WeChat et ensuite, tu payais pas en carte. Tu faisais je paye. Il fallait aller dans un 7-Eleven qui est la supérette locale pour donner du cash pour finaliser ta réservation. Booking, ils ont dit ok, il faut aussi que nous on permette aux gens de réserver sans email. Je peux te dire que ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est tellement profond dans l'architecture de Booking qu'il faut un email pour réserver et tout est lié. En fait c'est l'identifiant unique de l'utilisateur dans toute la base de données, etc. Pour faire qu'on puisse permettre à quelqu'un de réserver sans mettre son mail, en fait, c'est des années de travail, quoi. Alors que c'est un truc tout bête. Et c'est sûrement qu'au début de Booking, forcément, il y a quelqu'un qui a dit au CTO, il faut un mail pour réserver, quoi. Mais comme c'est très profond, voilà. Donc ça, c'est première erreur. Et pour moi, c'est la plus importante. Mon principal conseil, c'est passer du temps. Ne vous pressez pas trop au début pour comprendre votre stratégie long terme. Deuxième, je dirais que dans la première boîte, une des grosses erreurs qu'on avait faites, c'était on pensait que le produit c'était entre guillemets tout, et du coup on n'avait pas trop fait attention au début au recrutement des autres fonctions, notamment tout ce qui est commercial, support, etc. Et on a vu que ça marchait pas, et donc après on s'est fait accompagner pour embaucher les bonnes personnes dans la première boîte, et j'ai vu la différence du jour au lendemain. Et donc là, cette fois-ci chez Penny Lane, on a vraiment fait super attention sur les processus de recrutement, d'être très très rigoureux,
On recrute à peu près 5% des gens qui... Je crois que c'est 5% des gens à qui on a parlé. Donc, l'an dernier, pour donner une idée, nos recruteurs, ils ont échangé avec à peu près 3500 candidats. Et on a fini par en recruter à peu près une centaine, quoi. Ok, donc vous filtrez énormément le... Ouais, donc ça, c'est un des trucs que j'ai appris. Après, le reste, c'est plus de l'expérience, c'est pas des grands principes, mais comment tu gères des équipes, comment t'embarques les équipes, et peut-être surtout des questions d'organisation de la boîte, comment tu définis les objectifs. Alors ça, c'est peut-être mon côté avoir fait des études d'économie, mais je suis assez convaincu que si tu donnes les bons objectifs avec les bons incentives aux gens, ils les suivent. Et donc c'est ultra important pour moi que tous les intérêts de tous les employés soient alignés. C'est pour ça que tous nos salariés sont actionnaires, par exemple, ce qu'on n'avait pas forcément fait dans la première boîte. Mais il y a plein de trucs qui font que tout le monde bosse bien ensemble. Et je pense que les gens, au final, ils sont assez rationnels. Et donc c'est à toi, en tant que dirigeant, de bien les setups pour succès, quoi. Donc Penny Lane est arrivé ensuite, et au début de Penny Lane, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez monté un cabinet d'expertise comptable. En fait, on ne l'a pas monté, on a utilisé le cabinet qu'Alexandre, mon associé, votre associé Alexandre Complot, du coup, qui a été très bon, parce qu'il était là au bon moment, il se retrouve dans l'aventure Penny Lane, bravo à lui. Et du coup, est-ce que c'est le chemin que vous avez parcouru jusqu'aujourd'hui, entre le moment où vous êtes passé du cabinet au SaaS, le fait de pouvoir faire un POC avec ce cabinet, est-ce que tout ça s'était tracé dans votre tête déjà, ou il y a eu des effets d'opportunité qui font que des décisions ont été prises à un moment donné? Non, ça c'était vraiment la stratégie depuis le début. Donc en gros, nous on s'est dit, on a envie, comme les gens nous l'avaient dit au début de la recherche utilisateur, d'être l'outil entre les cabinets et les dirigeants d'entreprise, les clients des cabinets. Par contre, notre plus gros cauchemar, on s'est dit, pour construire un outil de prod comptable, en vrai, c'est long, quoi. Avant que l'outil soit assez bien pour pouvoir être utilisé par des cabinets, il va te falloir 2 ans ou de dev. Voilà. Et donc, notre plus gros cauchemar, c'était de bosser pendant 2 ans dans le vide, dans un garage, et à la fin des 2 ans, aller donner notre produit à des gens et que les gens nous disent, en fait, ça me sert à rien, ou mon outil que j'ai déjà, il me convient très bien, etc. Et donc, on s'est demandé, en fait, nous, quel est le meilleur moyen d'avoir vite des premiers retours utilisateurs sur notre solution. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est au début d'utiliser le cabinet qu'Alexandre... Alors, Alexandre, mon associé expert comptable, il s'était lancé peut-être 7-8 mois avant nous. Avec son cabinet, il avait une 50aine de dossiers. Et donc, en fait, on a utilisé son cabinet. On a embauché quelques collabs qui savaient que l'outil, c'était ce qu'il était, quoi. C'était vraiment un squelette d'outils de prod, mais qu'ils étaient là pour co-construire avec les ingénieurs l'outil. Et donc, on a vite eu une validation, grâce à ce cabinet, de l'intérêt de la proposition de valeur, en tout cas pour les entreprises, de dire... j'ai un logiciel qui permet de mieux collaborer avec mon expert comptable, qui me permet de suivre mes finances. Donc ça, on a validé cet intérêt-là et on a commencé à avancer sur le produit. Il nous a fallu à peu près 18 mois. Alors on a fait, comme on savait déjà que notre but final, c'était pas d'avoir un cabinet, on a fait par contre super attention, par exemple, à ne jamais casser les prix. Donc à toujours pas signer des clients sur du tarif pour pas casser le gâteau non plus des experts comptables. Super attention à ne jamais bien sûr dénigrer des confrères, à ne jamais agressivement aller prendre les clients hautes pour préserver notre relation avec ceux qui allaient être nos futurs partenaires. Et au bout de 18 mois de développement, tu as un premier cabinet qui nous dit votre truc c'est encore pourri, enfin loin d'être les solutions historiques du marché, mais vous avancez vite et c'est assez bien pour que je mette un premier dossier dessus. Et donc là, à ce moment-là, on a dit ok, on voit le bout du tunnel. On a complètement arrêté dès ce jour-là notre activité cabinet. On a juste arrêté de prendre des nouveaux dossiers. On a fini par céder le cabinet à un autre cabinet. Là, on s'est concentré à 100%. Après, ça c'était... Enfin, on savait qu'on voulait faire ce switch. Après, d'un point de vue et ultra important, on l'avait déjà annoncé depuis le début à nos investisseurs. Parce que j'ai pas mal figure-toi que j'ai pas mal d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent j'ai commencé de l'activité de service dans d'autres domaines.
je sais pas, je te prends par exemple, mais dans les syndics de copro, ils me disent je suis un syndic de copro avec de la tech. En fait, je sais pas faire du service. Maintenant, j'ai envie d'être le logiciel entre les syndics de copro et les copros. Seulement, faire ce changement, si tu l'as pas prévu dès le début, c'est douloureux. Déjà, tu t'es sûrement mis à dos des gens qui sont tes futurs partenaires. Et en plus de ça, d'un point de vue chiffre d'affaires, t'es bien mieux placé que moi, mais tu sais très bien que ce que moi je touche en revenu pour le logiciel, c'est beaucoup moins que ce que toi tu prends en revenu en honoraire. Et donc moi, mes investisseurs, il fallait quand même qu'ils comprennent que du jour au lendemain, je divisais mes revenus par 6, quoi. À peu près 5-6. Et donc il fallait qu'ils soient prêts à ça. Donc ça, c'était important de les avoir prévus dès le début, quoi. Mais sinon, ouais, on avait à peu près... Après, il y a plein de trucs qu'on a découverts. Hein. Forcément, tu connais pas tout. Non, mais c'est surtout la feuille de route. La feuille de route, elle était déjà tracée. Ouais. Ok. Et donc, au moment où vous avez vendu le pôle expertise, on va dire, à un autre cabinet, là, vous avez quand même connu une grosse traction après. Et en fait, votre positionnement, c'était de placer l'entrepreneur au centre de vos attentions, parce que tu le disais tout à l'heure, tu vois, le but, c'était de fournir un outil qui est totalement transparent avec du pilotage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ce qui se faisait pas du tout avant sur des autres acteurs, hormis QuickBooks quand ils sont arrivés, c'était des entrepreneurs qui vont voir directement un éditeur, tu vois. C'est la plupart du temps, c'est l'expert comptable qui choisit son outil, et puis le client s'y conforme, et puis basta. Et vous, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'était quoi votre stratégie d'acquisition à ce moment-là? Est-ce que c'était souhaité, ça aussi, d'attaquer directement les entrepreneurs? Alors, nous, on s'est toujours dit que ça accélérait, et que du coup, notamment, surtout ces entrepreneurs, ils allaient nous présenter leur expert comptable, et que ça nous permettait derrière de rentrer en contact avec l'expert comptable. Mais je pense que jusque-là, effectivement, comme tu dis, les experts comptables, ils avaient leur outil, et ils donnaient à leurs clients un outil, mais principalement un outil qui servait l'expert comptable. C'était plutôt aide-moi à gagner du temps, parce que je te donne, plutôt que tu m'amènes une boîte à chaussures physique, je te donne une boîte à chaussures digitale, quoi. C'était principalement ça, souvent. Et ce qu'on voit, nous, c'est que ça marchait pas très bien. Les clients, soit ils l'adoptaient pas, soit ils mettaient une fois à la fin du mois leur facture dans cet outil-là, mais eux-mêmes, ils n'avaient pas l'impression d'en tirer une valeur pour eux. Et donc nous, ce qui compte pour nous depuis le début, c'est faire que les deux parties en tirent une valeur. Le cabinet, parce qu'il va gagner en productivité et qu'il va pouvoir donner plus de conseils à son client, et que le client, il gagne en visibilité sur sa donnée et en gain de temps lui aussi, mais sur sa gestion, pas sur la compta, sur la gestion. Et on pense que c'est que s'il y a vraiment du win-win que les deux vont l'adopter, parce qu'on est quand même dans une situation spéciale où, en vrai, nous, la valeur que chaque utilisateur va tirer de Pennylen, elle dépend directement proportionnellement de l'usage que l'autre va en faire. Si toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu utilises Pennylen, mais que ton comptable n'utilise pas Pennylen, la valeur que tu vas tirer de Pennylen, elle est relativement limitée. En tout cas, elle sera la même que n'importe quel autre outil de gestion que tu peux prendre sur le marché. Vice-versa, si toi, expert comptable, tu utilises Pennylen, mais que ton client n'utilise pas du tout Pennylen, la valeur de Pennylen, elle sera limitée dans le sens où ce sera la même que n'importe quel outil de prod. Ça reste un outil de prod. Voilà. Toute la valeur pour les deux, c'est si les deux l'utilisent, puisque ça fait que quand l'un bosse, ça bosse pour l'autre, et vice-versa. Et donc, ce truc-là, il est compliqué à craquer, parce qu'il faut qu'il y ait une adoption en parallèle des deux côtés. Et ça, pour nous, ça marche que si les deux, ils trouvent de la valeur. Tu peux pas en avoir... Ça marchera jamais qu'il y en a un qui impose à l'autre. On l'a vu avec QuickBooks. QuickBooks, il amenait de la valeur aux dirigeants, mais il amenait zéro valeur au cabinet, parce que ça faisait pas bien l'outil de prod. Et du coup, on voit bien que QuickBooks, ils sont partis, parce que le client, moi, je crois pas au fait que le client, il peut imposer au cabinet un outil si l'outil... ne plaît pas au cabinet. Ou en tout cas, ça peut-être qu'à très court terme, mais ça marchera pas. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu cette stratégie un peu de côté. Après, le gros de nos clients, il vient des cabinets. Alors j'entends que tu as de plus en plus de clients
qui vont voir des experts comptables en disant je veux utiliser Pennylen, et tant mieux pour les cabinets et les experts comptables comme toi qui ont pris tôt le train, parce que ça fait que toi tu connais mieux avec tes équipes, vous connaissez mieux l'outil, et donc des clients qui cherchent un expert comptable compétent sur Pennylen, ils savent qu'en venant chez toi, ils vont avoir un accompagnement peut-être plus poussé que quelqu'un qui vient de le découvrir. Mais ouais, c'est plus, enfin, notre enjeu, c'est pas vraiment une stratégie, c'est vraiment comment je fais que les deux l'utilisent, parce que sinon on limite la valeur, quoi. Parce que tu dois embarquer deux personas différents avec des langages différents, avec des visions différentes. Et c'est vrai que souvent on reproche aux experts comptables de pas avoir cette vision-là, un peu pilotage de boîte, et d'être seulement là dans de la production de comptes, du déclaratif, du réglementaire, etc. Et c'est vrai que du coup embarquer les deux, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. Et moi j'ai pu échanger avec des experts comptables même sur le congrès cette année, et c'est vrai que t'en as encore qui sont là, non mais moi je viendrai sur les nouveaux outils Pennylen ou autres au moment où les experts comptables se seront un peu cassés les dents, parce que c'est des outils qui sont en plein développement, donc moi j'irai quand ce sera parfait. Et donc moi c'est ce que je leur expliquais, tu me diras si t'es d'accord, c'est que moi par contre je suis persuadé qu'aujourd'hui c'est quand même le client qui dicte nos choix, dans le sens où avant les clients entrepreneurs ils cherchaient chez l'expert comptable un service, et purement un service, du conseil, de la réactivité, etc. Aujourd'hui le soft qui est utilisé, ça rentre dans ce package là. Pour moi c'est que le soft il fait partie du service, c'est que via ce soft tu donnes de la visibilité à ton client sur ses finances. Ce n'était pas le cas avant. Ça, ouais. Et du coup aujourd'hui c'est un package. Mais pour moi ce qu'ils cherchent, c'est pas un soft, c'est avoir la visibilité sur leurs finances. Et exactement. En fait et gagner du temps, et en fait encore une fois les outils historiques ils sont très très bons profonds sur la compta, mais comme ils ont été construits que côté compta, tu peux pas vraiment mettre un accès client digne de ce nom d'un point de vue gestion qui amène vraiment de la valeur à ton client, et du coup le client il dit en fait je vais pas l'utiliser, et donc il a l'impression parfois que le travail est fait en double, etc. Mais voilà. En tout cas, pour Alexandre Rocoplo, du coup, ton associé, c'était un gros pari quand même de se dire, ok, j'ai ma clientèle, même si il s'était lancé moins d'un an avant, mais quand même, c'est quand même du boulot de constituer une clientèle, clairement. Et de pas se cramer aussi. Et c'est vrai que du coup, franchement, bravo à lui d'avoir cru au projet. Vous lui avez sûrement très bien vendu, mais bravo à lui d'avoir cru au projet, d'avoir pris le risque de. Un des trucs intéressants sur Alexandre, c'est quand il a eu son deck, il est parti pendant 2 ans à Boston. Il parlait pas anglais, il a appris là-bas à parler anglais. Et en fait, à Boston, il bossait pour un cabinet, je sais plus comment il s'appelle, qui aide les boîtes françaises qui veulent s'installer aux États-Unis. Et en fait, il a vu du coup là-bas comment QuickBooks aux États-Unis fonctionne. Et parce que comme la compta anglo-saxonne elle est différente, là-bas ça marche. Et il s'est dit, il faut qu'il y ait en France un outil pareil qui réunisse l'expert comptable et le client. Et du coup, par contre, il était aussi utilisateur de QuickBooks. Il a vu que fallait faire, entre guillemets, comme QuickBooks, réunir l'expert comptable et le client, mais en s'adaptant aux spécificités, aux besoins de l'expert comptable français et européen, qui sont bien plus profondes que l'expert comptable américain, quoi. Il y a quelques jours, semaines, au temps de ce podcast, vous avez fait une nouvelle levée de 40 millions. Ça vous a placé dans le statut de nouvelle licorne française. Félicitations déjà. Merci. C'est pas une fin en soi, mais... Oui, mais c'est quelque chose de marquant, parce que bon, tout le monde en parle, et ça reste quand même une grande satisfaction, je suppose, même si c'est pas le Saint Graal, mais c'est une belle étape. Et c'est aussi de la pression, je suis d'accord avec toi. Et du coup... Je vais te poser une question un peu bateau, mais c'est quoi le mode d'emploi ? Comment vous faites, toi et tes associés, pour vous dire, ok, on monte une boîte, on la vend à Booking, on remonte un projet dans un secteur complètement différent, donc vraiment tout est différent entre le tourisme et l'expertise comptable, c'est vraiment deux mondes à part, et pourtant vous arrivez à monter ce projet et d'aller encore plus loin. Alors je pense déjà, encore une fois, une des secret sauce, c'est on est nombreux, ce qui fait qu'on peut aller plus vite, parce qu'on a toutes les compétences réunies dès le début. On n'a pas à galérer à trouver telle compétence, à trouver un CTO, etc. Il y a quand même
un peu un truc injuste, qui est que les investisseurs, une fois que tu as réussi une première boîte, ils ont une sorte de biais qui fait qu'ils se disent il a réussi une première boîte, il y a beaucoup plus de chances qu'il réussisse une seconde que quelqu'un qui n'a encore jamais réussi. Et donc, tu as quand même un soutien financier beaucoup plus facilement la deuxième fois que la première. Et on est quand même dans un business où il faut aller vite et surtout, tu dois couvrir un scope fonctionnel, un périmètre fonctionnel énorme. Et donc, il y a quand même un gros enjeu dans notre business d'avoir accès à du financement pour financer de la R&D. On est une boîte où le gros de nos dépenses, c'est de la R&D. On va avoir à la fin de l'année à peu près 250 personnes en tech. Et donc, c'est un des gros éléments de chance qu'on a eu, c'est que dès le début, on a eu accès à du financement bien. Ensuite, après, c'est plus ce dont on a parlé, la stratégie. Et après, les investisseurs, au début, ils misent sur une idée. Là, après, au stade où on en est, ils regardent surtout quand même les chiffres. Et donc, les chiffres qu'on a montrent une belle croissance, un beau panier moyen, notamment parce que tu as et les experts comptables et leurs clients qui utilisent l'outil, ce qui fait que mécaniquement, on a un panier moyen plus élevé que quelqu'un qui fait soit juste un outil de compta pour les cabinets, juste un outil de prod ou juste un outil de gestion. Nous, on gagne plus de revenus. Donc voilà, donc c'est ça qui leur plaît. Et après, je pense que tu as quand même un autre point, c'est dans tous les projets, tu as quand même un truc de chance. Et nous, je pense qu'on a deux facteurs un peu chance. T'en as un qui est qu'on a en face de nous des colosses au pied d'argile, sans les nommer, mais qui ont un peu fait leur temps et qui surtout n'investissent plus depuis des années dans leur logiciel. Soit parce qu'ils sont possédés par des fonds de private equity qui veulent juste sortir du cash chaque année, soit parce que juste c'est pas leur ADN d'être des boîtes tech et de continuer d'innover. Ça, c'est le premier point. Le deuxième facteur chance pour nous, je pense, c'est celui de la facture électronique. Parce que forcément, la facture électronique, elle amène un gros changement dans le domaine de l'expertise comptable. Et je pense du coup que tous les cabinets sont un peu forcés, qu'ils le veuillent ou non, de se poser la question, est-ce que j'ai les bons outils pour le monde de demain post-facture électronique? Et donc, je pense quand même que peut-être que sans la facture électronique, ça nous prendrait plus de temps de faire que les cabinets changent leur ancien outil vers un nouveau, quoi. Moi, il y a un truc qui m'impressionne chez toi, vu que du coup, comme on a déjà échangé pas mal ensemble, même sur l'outil et tout. Alors, pour revenir, j'ai vu un podcast d'Alec Henry, c'est pour ça qu'avant qu'on tourne, je t'en parlais, avec Andrea Ben Saïd, qui est le fondateur d'Eskimos, voilà. Et en fait, Andrea, il disait, oui, moi, je suis dans les petits papiers de tout ce qui se passe dans ma boîte, je suis au courant de tout. Lui, il est tout seul. Il est seul fondateur de sa boîte. Aujourd'hui, il a 250 ou 300 personnes. C'est vraiment une belle réussite. Et il dit, je suis dans les petits papiers de tout ce qui se passe. Je suis au courant de tout. Je vais sur le terrain et je mets les mains dans le cambouis. Je suis pas le dirigeant qui reste en haut et qui voit rien de ce qui se passe. Et je trouve que c'est très similaire à ce que tu fais parce que... Je suis d'accord. Toi, ce qui m'impressionne... J'avais peur que tu me dises le contraire. Non, justement. Ce qui m'impressionne vraiment énormément, j'en ai déjà parlé à plein de monde, à chaque fois quand je parle de toi, c'est ça qui revient. C'est que quand parfois, on a des demandes sur l'outil et que tu es dans la boucle, tu t'hésites pas à tout de suite répondre, à tout de suite dire... Des fois, c'est des trucs où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Arthur? Pourquoi c'est lui qui répond? Il a ses équipes qui sont en copie, mais pourtant, c'est lui qui va mettre les mains dans le cambouis. Des fois, tu me fais des petites vidéos pour me dire, bah là, t'as juste à cliquer sur tel onglet pour faire ci, ça. Et franchement, je trouve ça impressionnant. Est-ce que pour toi, c'est une vraie valeur ajoutée à un projet d'avoir un fondateur ou un associé, enfin peu importe, qui est autant proche du terrain et qui connaît tous les rouages de sa boîte? Moi, je pense que oui. Après, chacun a son style de management, quoi. Moi, alors déjà, premièrement, je suis passionné par comme je te disais, résoudre des problèmes pour des utilisateurs. Et donc, moi, en vrai, quand je t'envoie ma petite vidéo, ça me fait plaisir. En vrai, j'ai l'impression que le soir, quand je rentrerai chez moi, j'ai servi à quelque chose. Je t'ai trouvé une solution à un problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, je pense qu'il faut montrer l'exemple. Aux équipes, tu me disais tout à l'heure que tu n'allais pas partir en vacances pendant la période fiscale, même si en vrai tu pourrais, parce que tu vois, pourquoi toi tu partirais alors que tes collabs ils sont en train de bosser et tout. Un peu la même chose. Les valeurs de la boîte, on a 3 grandes valeurs, c'est garder l'utilisateur au centre toujours,
Deuxième, c'est mettre les mains dans le cambouis, enfin, faire les choses quand tu peux les faire. Et troisième, c'est organisation décentralisée, du coup, hiérarchie très plate. Et pour moi, mon pire cauchemar, c'est que parce qu'on aurait grossi, les gens se disent il y a un client, un utilisateur qui est pas content, mais en vrai, vu qu'on est 300, il y a bien quelqu'un d'autre qui va s'occuper de résoudre le problème. Ça, c'est quelque chose, je leur répète toujours tous au nouveau. C'est s'il y a un truc que tu peux résoudre, même si c'est pas directement de ton scope, tu le résous. Comme ça, tu vas résoudre un problème pour l'utilisateur et ça va pas traîner. Et donc, j'estime que c'est à moi de montrer cet exemple-là. Et après, comme tu le disais, moi je pense, je te disais au début, il faut parler à autant de gens que possible de ton idée. De la même manière, je suis assez persuadé qu'en résolvant plein de petits problèmes, peut-être que sur 10 problèmes, il y en a peut-être 9 où, certes, j'aurais perdu entre guillemets 5 minutes, mais c'est pas non plus un temps de fou. Mais il y en a peut-être un des 10 problèmes que je vais résoudre, où en fait, ce sera, je vais identifier un problème plus gros, peut-être de culture dans la boîte, peut-être de fonctionnalité, une fonctionnalité, une équipe mal organisée ou autre. Et du coup, j'estime que c'est mon rôle, notamment parce qu'on est 7. Et du coup, tu vois, autant la plupart de mes associés, par exemple, Alexandre, il a un département qui gère, c'est le département qui gère le déploiement, le support des cabinets partenaires. Et Edouard, il gère l'équipe commerciale. Moi, j'ai pas une équipe que je gère, quoi. Et donc, j'estime que mon rôle, c'est justement d'être un peu le pompier. Le pompier, voilà, c'est ça. Et d'être celui qui a la vision la plus 360 degrés de ce qui se passe dans la boîte pour pouvoir dire, attention, on n'est pas en train de mettre notre effort au bon endroit. Et pour avoir la vision la plus 360 de ce qui se passe dans la boîte, je pense que tu dois mettre les mains dans le cambouis et aller sur le terrain. Si tu restes dans ta tour d'ivoire, à mon avis, tu y arriveras pas. C'est super intéressant, ça. Vraiment, c'est top. Et du coup, à côté de ça, tu as une activité aussi d'investisseur. Donc, tu investis dans des boîtes. C'est quoi ta cible? Qu'est-ce que tu recherches quand on t'apporte un projet? C'est quoi que tu regardes en premier? Et c'est quel type de projet qui t'intéresse? Alors, j'ai eu une grosse activité. J'en fais moins maintenant, j'en fais encore. Mais notamment en France, tu as un truc qui s'appelle le réinvestissement. Je sais plus, 150 BTR, un truc du genre. Donc, quand on a vendu Price Match, en fait, on a utilisé une bonne partie des fonds qu'on a touchés de Price Match pour réinvestir dans des startups. Je précise pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est quand on fait un apport cession. C'est ça. Donc, on apporte ses titres à une holding et du coup, on a une obligation de réinvestir dans les 24 mois 60% du prix de cession. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu fais des réinvestissements dans des startups. Et du coup, je crois que l'avantage, c'est que ça délaye le paiement de l'impôt. Tu as un report d'imposition, en fait, jusqu'au jour où tu fermeras ta holding ou que tu vas la céder. C'est ça. Et donc, on a fait ça. Et donc là, pour le coup, c'était pas mal de sous à réinvestir. Et on était nos fameux 6 cofondateurs. Et donc, en vrai, on avait 24 mois. Nous, on était à Amsterdam. On connaissait personne à Amsterdam. Et il fallait trouver vite des projets où investir pendant 24 mois, principalement en France, là, qu'on connaissait. Et donc, en fait, on a monté une petite structure. On avait embauché un gars, Laurine, pour investir et trouver des projets. Et on a donc fait une bonne quarantaine d'investissements. Alors je dis on parce que principalement tous ensemble avec mes associés, mais certains aussi qu'on a fait tout seul. On avait même monté un startup studio que Laurine, qu'on avait embauché, gérait, où on a fait 3 projets via ce startup studio. On a fini par essayer de lever des fonds pour le startup studio, ce qui n'a pas réussi. Et du coup, Laurine a monté le dernier projet du startup studio lui-même, qui est celui qui a le plus décollé, qui est aujourd'hui ma boîte qui vaut le plus dans mon portefeuille, qui s'appelle Fairmoney, qui est c'est je sais pas si ça te parle, Nubank. Nubank, c'est la néobanque brésilienne. Voilà. Fairmoney, c'est le Nubank nigérian. Donc il a à peu près 20 millions de Nigérians qui ont téléchargé son appli et il donne chaque jour un peu plus, quelques dizaines de milliers de microcrédits, en moyenne de 30 €. Direct sur ton mobile, tu partages tes données et il te dit t'es éligible à temps. Et donc sur les projets qu'on a financés, c'est plus l'humain. Est-ce que j'aime bien l'équipe, les fondateurs? J'ai quand même forcément un biais à aller vers ce que je connais parce que j'ai l'impression que je peux plus juger des chances de succès. Du SaaS, donc du B2B SaaS. Ouais. C'est quand même la majorité des projets que j'ai financés. Je donne quelques-uns par exemple, là, il y a quelques jours, il y a une startup qui s'appelle Planity,
un outil pour les coiffeurs qui a annoncé une levée de fonds de 50 millions d'euros. C'est là-dessus que je réserve mon pareil. Et du coup, par exemple, Planity, on a investi en seed, donc c'est aussi pareil, une assez grosse participation pour moi. J'ai investi, et après il y en a plein qui ont complètement pas marché, hein, et c'est quelque chose qu'on accepte, c'est le modèle. Et après, du coup, ce que je recherche vraiment, c'est équipe, niveau d'ambition. Enfin, j'ai pas je pense que je suis pas un très bon business angel dans le sens où le reconnaître. J'ai pas une approche très structurée, j'ai pas non plus le temps de le faire, donc c'est pour ça que je le fais plus au coup de cœur, quoi. À quoi ça ressemble aujourd'hui une journée type d'Arthur Waller, du coup? Ça ressemble à quoi? Parce que je suppose que ça peut être hyper varié. Comment t'organises tes journées? C'est aussi ça les questions qu'on se pose dans ce podcast, parce que quand on fait plein de choses à la fois, on entreprend. Il y a une grosse partie qui est liée à l'organisation. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Donc, comment tu fais pour organiser tes journées? Alors, pour le coup, moi, comme j'ai pas une équipe, comme je te disais, je pense que je suis pas le mec le plus organisé de la Terre. Mon associé Edouard, qui a 4 enfants et qui gère toute son équipe commerciale, je sais pas comment il fait. Je pense que c'est vraiment huilé comme il faut. 4 enfants quand même. Moi, justement, et c'est ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai pas une journée qui ressemble à une autre, quoi. Chaque journée, je vais aller faire des trucs un peu différents. Moi, concrètement, ce que j'essaie quand même alors, je bosse quand même pas mal. Surtout, j'adore, moi, la liberté en tant qu'entrepreneur. En vrai, je peux quand même rentrer chez moi quand je veux. Enfin, j'ai pas de grosse pression. Par contre, je déconnecte jamais vraiment, quoi. Si je reçois un message le soir, tard ou quoi, ça me gêne pas. Et j'ai pas non plus l'impression d'être en train de bosser. Ça me fait juste plaisir, quoi, de répondre, de résoudre un problème, là. Sur l'organisation de mon temps, moi j'estime que j'ai une partie de mon temps que je dois allouer à gérer le COMEX de Penny Lane. Donc tous les associés et les quelques membres qu'on a rajoutés également, qu'on est venu intégrer au COMEX. Après, selon les périodes, je vais passer plus de temps. J'ai pas mal de temps. Il y a des moments de l'année où je passe pas mal de temps sur les événements de la profession. Le congrès, les congrès régionaux, Contatech, etc. Il y a d'autres moments de l'année où ça va plus être sur le produit. On est aussi dans un business relativement saisonnier. Donc j'ai pas vraiment un carton. Et justement, pour ce que tu disais là, que tu déconnectes pas beaucoup, tu me disais que tu étais parti en vacances il y a pas longtemps. Là, tu reviens d'une semaine de vacances. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'équilibre vie pro, vie perso. On l'entendait pas avant. On l'a entendu beaucoup de la part des salariés, on va dire. Et puis là, ça commence à arriver aussi du côté des entrepreneurs. C'est des sujets qui reviennent. Si tu déconnectes pas beaucoup, est-ce que tu penses que ça peut être un problème à terme? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu vas te dire, bon, là, il va falloir que j'y arrive parce que tu as une vie de famille aussi. Mais même pour ceux qui n'ont pas de vie de famille, qui ont des passions, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait te causer un problème à un moment donné et tu vas te dire, bon, il faut que j'arrive à trouver un moyen de m'organiser autrement? Alors, je pense que le pire, ce serait de se sentir invulnérable, entre guillemets. Voilà. Après, moi, j'estime avoir une bonne résistance et surtout que c'est ma passion. Le truc, c'est que j'ai pas l'impression, quand je fais une start-up, avant, quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de foot. En vrai, quand je vais le matin au bureau chez Penny Lane, j'ai l'impression de revivre un peu un match de foot, quoi. Tu vois, on a des concurrents, de même qu'au foot, on jouait contre des équipes. J'étais capitaine. En vrai, quand t'es CEO, t'es un peu capitaine de ton... Je jouais 6 ou stopper. Le mec qui court partout. Le mec un peu dur, voilà, dur sur l'homme. Voilà. Mais donc, j'ai pas l'impression que ça me mange. Après, je suis à l'écoute aussi de moi, quoi, et de ma famille. Et par contre, je suis pas du tout en train d'attendre que mes associés ou que mes salariés fassent comme moi. J'ai certains associés qui, au contraire, peuvent pas du tout... eux, ils supporteraient pas d'avoir le même rythme que moi. Je sais pas parce que moi, je bosse comme ça que j'attends que Échec, il amène d'autres trucs
peut-être de la créativité que moi j'amène pas. Ou voilà. Donc je pense que le plus important, c'est de reconnaître que chacun a son rythme et que tant que le résultat il est bon, chacun peut faire le rythme qu'il veut. D'être à l'écoute de soi-même et des autres pour comprendre si quelqu'un est effectivement dans le mal ou le prévenir en amont avant qu'il soit dans le mal pour lui dire attention tu vas te cramer voilà. Mais moi là en tout cas le rythme que j'ai aujourd'hui me convient et me gêne pas et je pense que dans notre industrie on a quand même la chance c'est intense. Par contre le mois d'août et Noël jour de l'an ça s'arrête quoi. Et pour le coup ça je l'avais pas forcément dans ma boîte d'avant dans l'hôtellerie. L'autre truc que je dis toujours, franchement dans ma boîte d'avant Price Match, alors que c'était beaucoup plus petit et tout, j'étais beaucoup plus fatigué. Le truc qui me fatiguait de fou dans la boîte Price Match, c'était les voyages. Je passais ma vie parce qu'en fait on a très vite le marché c'était les grosses villes. Là où tu fais bouger vite tes prix dans les hôtels, c'est Paris, New York, Londres. Et même si notre logiciel était en français, c'était beaucoup plus simple pour nous d'aller équiper des hôtels à New York, et il y avait plus de demandes, que d'aller équiper l'hôtel à rien contre cette ville, mais à New York, parce que juste la demande, elle fluctue pas tant que ça à New York, quoi. Et donc, je passais ma vie à prendre des EasyJet à 6h du mat pour aller un peu partout. Alors que là, en vrai, vu qu'on opère uniquement en France, au pire, je prends un TGV tôt le matin et je reviens le soir chez moi. Et pour moi, ça, en termes de qualité de vie, ça change tout, quoi. Le fait de presque jamais dormir à l'hôtel, dormir toujours chez toi, et de pas passer ta vie dans des aéroports, pour moi, tu retrouveras cette joie de voyager quand tu vas attaquer des autres marchés. Ouais, ou alors j'irai m'installer à un moment. Je pense que le jour où Penien veut aller en Allemagne, il faut qu'il y ait un des fondateurs qui aille vivre en Allemagne et qui soit presque complètement dédié à lancer l'Allemagne, quoi. Mais est-ce que dans ta vie entrepreneuriale, du coup, que ce soit sur Penny Lane ou sur Price Match, tu as eu des moments de doute, des moments un peu chauds où tu t'es dit, où tu t'es dit, est-ce que j'ai les épaules pour ça? Est-ce que je fais l'affaire? Est-ce que je vais y arriver? Et comment tu as géré ces moments? Parce que effectivement, on se remet souvent en question, en principe, quand on est entrepreneur. C'est bien d'avoir une grosse confiance en soi. Moi, par exemple, j'ai une grande confiance en moi, mais par contre, c'est vrai que c'est bien aussi de savoir se remettre en question et de se dire, voilà, c'est un peu chaud. Il faut que, voilà, comment tu fais, toi, personnellement, pour gérer ces moments-là? Alors, moi, personnellement, c'est qu'on est 6 ou 7 là maintenant. Et que, du coup, je vais en parler avec mes associés, quoi. Je fais pareil. Et le fait d'en parler, ça fait du bien. Ouais. T'as l'impression que t'as un peu du poids qui tombe de tes épaules. Mais ouais, donc, on en a tout le temps, hein, des moments de doute. Et selon les stades, c'est sur des points différents. Si je me rappelle de Penny Lane au tout début, j'avais fait mes 100 entretiens utilisateurs. Tous les gens que j'avais interviewés m'avaient dit en vrai, ce que tu me décris, un outil qui permet de mieux bosser avec son expert comptable, c'est ce qu'il me faut, quoi. J'achète. Voilà. Et on lance Penny Lane, enfin le truc avec le cabinet d'Alexandre, exactement avec cette proposition de valeur. Alors là, il y a le Covid en plus qui tombe, mais genre rien. Donc, tous les gens qu'on contacte, zéro. Je me souviens très bien, les 10 premiers jours de mai 2020, donc la boîte, elle est lancée depuis 2-3 mois, on avait quand même 2 commerciaux. En 10 jours, ils signent un client. Vraiment. Et en fait, typiquement sur le lancement de Penny Lane, à la sortie du premier confinement, on passe sur BFM. Et genre là, c'est le jour et la nuit. Et depuis post-BFM, plus aucun... tout l'entrant. Ouais. Alors, je pense on est dans un business, j'imagine, où t'es dans la confiance. Et donc, si la boîte, elle est passée sur BFM, c'est qu'elle est un peu sérieuse. Besoin de crédibilité, de légitimité, tu vois, mais là, je peux te dire qu'on faisait pas les malins, hein, parce qu'on comprenait pas. On se disait, mais tous les gens m'ont dit que ça les intéressait, et la personne. D'accord. Et toujours à titre perso, est-ce que t'as un projet coup de cœur que t'aurais aimé faire sur un secteur en particulier? Est-ce qu'il y a un rêve de projet sans le dévoiler si t'as une idée, mais te dire, tiens, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire un projet dans ce secteur d'activité. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais que t'es fan de sport. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui t'aurait plu? Sport, c'est plus vraiment en faire. Donc, effectivement,
Moi, c'était foot et endurance. Malheureusement, entre-temps, j'ai perdu la ligne pour Mais j'aurais adoré faire... C'est jamais trop tard. Hein. Jamais trop tard. J'aurais adoré. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je me remettrais... ça m'étonnerait pas que genre dans quelques années, je fasse plus genre des trucs genre marathon ou genre de Tu trucs. fais comme moi, j'ai perdu 30 kilos, j'ai fait tout coach. Voilà. Donc ça, c'est un truc, c'est vraiment me remettre vraiment à la course. J'en faisais beaucoup vraiment quand j'étais jeune. Et après, projet passion plus pro. Je sais pas si je le ferai un jour, mais j'adore vraiment tout ce qui est hospitality, enfin resto, hôtel. Et je pense que j'aimerais bien un jour, mais plus tard, ouvrir un lieu sympa. Je sais pas si c'est resto, si c'est hôtel, c'est les deux. Mais ouais, un lieu qui corresponde à ce que... Enfin, pour accueillir des gens et... Voilà. Ok, super. Et ben écoute, je pense qu'on en a appris pas mal sur toi et puis sur tes différents projets. Je te remercie encore pour ta venue. C'était un super épisode avec Arthur Waller, du coup, cofondateur de Penny Lane. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Multi.